En marketing, t'as que deux manières de progresser. La première, c'est de faire du marketing, et la deuxième, c'est de se faire marketer. Hello hello, c'est Thomas Olivier, marketeur, podcasteur et infodivertisseur. Je fais du marketing et j'aide les gens à faire pareil tous les jours. Dans Moment M, je vais te raconter les histoires des marchés, marques et personnalités qui façonnent le marketing game. But de l'opération ? T'exposer suffisamment pour que tu puisses toi aussi raisonner comme un marketeur pro. Même pas une vraie intro, tu vois. Là, on pourrait dire que l'intro est partie, tu vois, ça commence à enregistrer, donc on attaque. Salut Clément, comment vas-tu ? Salut Thomas, écoute, moi ça va super bien, et toi ? Écoute, je vais bien également, ravi de te recevoir sur Moment M. Merci à toi pour l'invitation. On va pouvoir causer un peu horlogerie, ça va être sympa, on va passer un bon moment. Toi, tu as une chaîne dédiée à l'horlogerie qui fait, dis-moi si je me corrige, mais entre 55 et 60 000 personnes, c'est ça ? Ouais, c'est ça, j'ai un peu plus de 57 000 abonnés là, dernièrement. Et puis oui, mais j'ai une chaîne qui parle d'horlogerie. Mon but, c'est de démocratiser le plus possible l'horlogerie et de la rendre accessible à tous. Ok, écoute, on va parler de tout ça, puisque c'est aussi ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse un peu rentrer dans les détails de ce marché. Est-ce que tu peux brièvement, en dehors de cette chaîne, te présenter en quelques mots pour que les gens qui ne te connaissent pas déjà puissent faire connaissance avec toi ? Bien sûr. Alors moi, je m'appelle Clément, j'ai 24 ans, j'ai une chaîne du coup sur l'horlogerie. C'est vrai qu'au début, j'étais pas du tout prédestiné en fait à créer cette chaîne, et j'ai créé cette chaîne dans le seul et unique but d'apprendre justement l'horlogerie, parce que c'est vrai que de base en fait, je suis quelqu'un mais qui aime pas lire, et quand j'ai commencé en fait à me renseigner sur l'horlogerie il y a de ça quelques années, il y avait très peu de contenu vidéo en francophonie. Donc de ce principe-là, je me suis dit tu sais quoi Clément, le contenu tu le vas créer, tu vas le créer, et en fait ça a pris plus d'ampleur que je ne le pensais, et du coup j'ai poursuivi dans l'horlogerie, et puis je compte poursuivre de plus en plus pour constamment en apprendre, et pour aussi la partager en fait à tous, parce que c'est vraiment une très très belle passion. Une très belle passion, une passion un peu coûteuse aussi. Généralement, ça monte vite. C'est vrai. Après, ça dépend les mondes, ça dépend les budgets. Complètement. Est-ce que tu peux nous dire justement, on va attaquer par cette partie-là. Quand est-ce que tu es tombé dans ce monde de l'horlogerie ? Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, ok, c'est un truc qui me branche bien. Je sais pas si on peut déjà parler de passion dès le départ. Enfin voilà. Quand est-ce que tu t'es dit, tiens, ok, les toquantes, c'est un truc qui me botte, quoi. Ouais, c'est vrai qu'au début, on va dire que comme je suis quelqu'un qui fait pas mal de sport, c'est l'Apple Watch qui m'a mis une montre au poignet. Okay. Et en fait, c'était lors d'un stage en fait qu'il y a vraiment eu le déclic, parce que mon tuteur avait une ancienne Rolex Submariner qu'il n'avait pas fait réviser depuis plus de 25 ans, et elle marchait toujours. Et moi, j'ai trouvé ça fou, parce que pour moi, Rolex, je détestais Rolex à l'époque. Mm-hmm. Et je me disais, Rolex, c'est la montre bling bling, la montre des rappeurs avec des gros diamants, c'est pas beau, tout ça. Et en fait, lui, mais comme c'était un passionné, il m'a transmis cette passion, et on va dire qu'il m'a raconté l'histoire de Rolex, mais l'histoire de fait que ça soit les montres, du dépassement de soi, de tous les possibles, enfin tout ça. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à me renseigner. Et du coup, j'ai sorti ma toute première vidéo, tu vois, le 9 septembre 2019, et c'était l'histoire de Rolex, parce que justement, je voulais en connaître davantage sur la marque à la couronne. Ok, et donc à ce moment-là, pour nous mettre un peu dans le contexte, à quel âge ? Donc en 2019, tu lances la première vidéo, donc tu lances la chaîne. T'as quel âge en 2019 ? En 2019, j'ai 18 ans, 17-18. Ouais. Ok, donc t'es pas en retard, quoi. Non, je suis pas en retard, mais c'est surtout qu'en plus, j'ai commencé par un cursus qui n'a rien à voir, tu vois, parce qu'en troisième, du coup, on m'a dit que j'avais pas les capacités pour aller
en filière générale. Donc j'ai choisi un bac pro et j'ai fait un bac pro en électrotechnique. D'accord. Rien à voir, tu vois. Donc j'étais prédestiné à être plutôt dans le secteur de l'énergie, à être électricien, enfin des choses comme ça. Puis en fait, comme j'étais bon, donc j'ai poursuivi sur un BTS électrotechnique et après je suis allé jusqu'aux études supérieures où j'étais du coup diplômé l'année dernière en janvier 2022, mais du coup j'ai été diplômé d'un master dans le digital dans une école de management. Ok, Voilà. ouais, donc rien à voir Absolument rien à voir. Et on va dire que la passion m'a pris comme ça. Et en fait, si tu veux, jusqu'à mon master 1, j'étais dans l'énergie. Mais comme j'étais dans une école qui faisait digital, informatique, énergie et biologie, j'ai pu switcher en fait parce que je leur ai prouvé que je savais gérer une entreprise, que j'étais bon dans ça. Ouais, en fait, tu as fait la preuve parce que tu avais déjà fait, quoi. Exactement. Et du coup, ils m'ont laissé faire mon stage dans ma propre société, ce qui était très très cool, mais assez atypique, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Ouais, donc société, c'est vrai que on en a pas parlé en intro, on en parlait un petit peu en off. Ouais. Société, donc vas-y, je te laisse la présenter en 2 mots, puis on en reparlera après. Bien sûr, bien sûr. Société, j'ai une société de bracelets de montres qui s'appelle lesbracelets.com. Aussi simple, on propose une large gamme de bracelets pour votre montre, que ce soit des pochettes et même pour vos Apple Watch. Donc on va dire que j'essaye de proposer quand même un choix assez large et de bonne qualité parce que tout est fait en France. Et voilà. Ok, on reparlera de toute cette partie un peu business après. Carrément. Rentrons maintenant un peu dans le kiff. Est-ce que tu peux nous dire, donc tu nous as montré comment tu étais rentré un peu dans ce monde de l'horlogerie, donc par l'intermédiaire d'un de tes tuteurs qui portait une Submariner. Quelle a été toi ensuite ta première montre? Comment t'es passé de l'Apple Watch à une vraie montre? Quand je dis vraie montre, est-ce que déjà quelle est ta définition vraiment de vraie montre? Est-ce que c'est une question de prix? Est-ce que c'est une question de mouvement mécanique, pas mécanique? Enfin voilà, quelle est ta définition toi? À quel moment tu passes un cap en fait dans cette partie? Moi ça va plutôt être au niveau du mouvement. Typiquement une montre à remontage mécanique, que ça soit automatique ou manuel. Ma toute première vraie montre, c'était une Seiko, mais après vraiment la montre qui m'a le plus marqué, mais si tu veux, c'était une Rolex Submariner. Ok. Où je l'ai acheté peut-être 1 an après la création de la chaîne YouTube. D'accord. Donc ça s'est venu assez rapidement quand même. Le virus s'est propagé rapidement, si on peut dire. Même très rapidement. Après, on va dire qu'il y a eu quand même des hauts débats, mais j'ai fait une pause parce qu'en parallèle de ça, tu vois, en fait, mais je vendais des e-books, enfin, mais tout ce qui est carnet de coloriage, voilà, tout ça, et ça marchait même très bien, très bien. Ouais. Et c'est vrai que du coup, j'ai fait une pause parce que mine de rien, quand tu commences sur YouTube, le plus dur, c'est de se faire connaître, mais surtout dans une niche où à l'époque, quand je me suis lancé dans l'horlogerie, on n'était vraiment pas beaucoup, il y avait pas beaucoup de vues, ça intéressait pas grand monde. Après, bon, les années qui ont suivi, c'est vrai qu'il y a quand même eu une explosion, mais de par le fait que mais qu'on parle d'investissement beaucoup, donc mais c'est vrai que ça a attiré beaucoup de monde à s'intéresser à l'horlogerie de par cette valeur. Mais voilà quoi. Justement, tu vois, c'est une question que j'avais à te poser, c'est quelle différence tu vois entre le moment où tu t'es lancé, donc 2019 et aujourd'hui, 2022, 2023 maintenant, horizon 2023. T'as en partie répondu, en tout cas t'as posé les bases d'une réflexion, c'est que en plus on a l'impression que c'est pas très long entre 2019 et 2023, mais à l'échelle de l'horlogerie c'est presque énorme parce qu'il s'est passé tellement de choses en si peu de temps que voilà. Donc tu parles que quand tu commences, tu as très peu de contenu francophone. C'est un peu le truc qui te démarre en fait à créer ton propre contenu. Exactement. Il y en a beaucoup. Il y a un marché, une thématique qui est, je sais pas si on peut dire à la mode, en tout cas qui est en vogue, et il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Comment tu le ressens toi dans ta création de contenu? Quand j'ai démarré,
Ouais, bah, tu vois, comment t'as vu l'évolution entre quand tu démarres, bah, t'es un peu tout seul dans une thématique qui intéresse pas grand monde, et puis petit à petit, tu sens qu'il y a de plus en plus de monde qui kiffe. J'imagine plus en plus je vais parler de collègues, pas de concurrents, tu vois, mais de camarades qui produisent du contenu également sur cette thématique. Enfin, tu vois le truc grossir de l'intérieur, en fait. Bah, moi, je pars du principe que plus on est, plus le marché est gros et plus c'est prolifique. Ouais. Après, on va dire que c'est celui qui se démarque le plus, tu vois. Moi, j'ai axé ma chaîne plutôt sur un angle où je vais rencontrer des gens, où moi-même j'essaye d'apprendre des choses et j'essaye de retransmettre du coup cette passion en vidéo, bah, pour essayer, enfin, pour apprendre aux gens à aimer l'horlogerie. Ouais. Mais c'est vrai qu'au début, on va dire que quand j'ai commencé, tu vois, à faire des reviews de montres, typiquement, il y en avait pas beaucoup. Et même, tu vois, mais j'avais pas 280 vidéos derrière moi, donc faire des reviews de montres, on va dire que c'était quand même assez unique. Et c'est vrai que dans certains cas, bah, j'avais accès à certains modèles quand même assez chers, typiquement genre à certaines Rolex ou à certaines Audemars Piguet, ou même à certaines Richard Mille, tu vois, mais qui ont cartonné à mes débuts. Et c'est en partie ça euh, qui va amener du coup ma chaîne euh, vers un public beaucoup plus large, tu vois. Ok. Et justement, bah, tiens, entrons là-dedans. T'es une forme, pour les gens un peu normaux qui sont pas trop là-dedans, t'es une forme d'influenceur sur le sujet, hein. On va utiliser ce terme-là. Comment tu dis j'ai accès à certains modèles, etc. Justement, comment ça se passe cette relation que tu peux avoir avec les marques dans un secteur comme celui de l'horlogerie qui peut avoir une image, en tout cas un petit peu élitiste, tu vois, un peu, voilà. Comment tu fais toi pour justement pouvoir te procurer des modèles, pouvoir les tester, etc. Comment ça se passe? En tout cas au début, j'imagine que ça a évolué avec le temps maintenant, avec tout ce que tu as derrière toi, mais au départ, comment tu fais pour être crédible vis-à-vis de ces boîtes-là, de ces revendeurs, etc. Bah honnêtement pour certains, mais je suis pas du tout crédible, hein, mais ça se voit encore, mais quand on m'invite à des invitations presse, où justement on va dire que bon, j'aime pas le terme influenceur, mais plutôt mes créateurs de contenu, tu vois, où Ouais. je suis l'un des seuls créateurs de contenu vraiment spécialisés sur YouTube, TikTok, Instagram aussi un peu. Mmh. Mais on va dire que c'est encore très traditionnel avec la presse horlogère, la presse horlogère classique, tu vois. Bon, après, pour les marques qui émergent et pour les marques, on va dire, un peu moins institutionnelles, euh, c'est, c'est c'est vrai qu'ils sont plus dans cette démarche d'aller vers des créateurs de contenu parce qu'ils savent que typiquement que les réseaux sociaux offrent une visibilité plus large ou du moins une meilleure visibilité que la presse traditionnelle. Ouais. Ouais, je comprends. Ouais, ils ont une approche qui est plus moderne un peu du truc et ils peuvent pas se baser aussi sur leur histoire, tout ce qu'ils ont construit. Ils ont besoin de travailler des leviers différents, ouais, c'est sûr. Exactement. Mais après, pour revenir à ta question de départ, typiquement, mais ce sont pas les marques qui m'ont fait confiance en fait au début, c'est plutôt les marchands. Donc D'accord. les marchands qui revendent leurs pièces, souvent plus cher que le prix affiché en boutique, parce que justement, il y a une forte demande sur certains modèles. Et du coup, ce sont eux qui m'ont mis accès qui m'ont donné accès à certaines pièces. Après, oui, c'est vrai que le fait que je sois sur Paris, effectivement, ça offre un avantage énorme, mais comparé aux autres, parce que forcément, il y a beaucoup plus de boutiques que si tu vas Oui. dans une petite Campagne, c'est ville. sûr. Voilà. Donc, c'est vrai que forcément, j'ai eu accès un réseau, tu vois, de marchands qui me mettaient en fait à disposition ces pièces et du coup moi ça me permettait de les filmer, de faire du contenu, d'avoir mes propres images parce que c'est vrai qu'à un moment donné j'ai eu pas mal de problèmes parce qu'au début du coup comme j'avais pas certaines montres et qu'il fallait que j'illustre mes propos, j'allais chercher à droite à gauche, tu vois, mes images, donc 2 fois ça m'a porté préjudice où j'ai dû notamment supprimer les vidéos et donc à partir de ce moment j'ai dit je me suis dit qu'il faut que j'ai mes propres plans à moi pour ne plus avoir ce genre de problème quoi. Ouais, je vois, tu t'es fait un peu emmerder pour des droits d'image, des trucs comme ça, quoi. Exactement, Ah, exactement. ok. Ok. Écoute, tu as fait une ouverture puisque tu nous as parlé des marchands. Donc, quand tu dis des marchands, c'est des gens qui vendent des modèles d'occasion, ce qu'on appelle le marché du gris. Ouais. C'est un des trucs sur lequel
tu crées pas mal de contenu vraiment sur ce sujet-là. Enfin, c'est un peu une grande thématique au niveau de l'horlogerie. C'est le fameux volet un peu investissement. En tout cas, c'est ce qui a permis un peu de gonfler cette thématique en termes de. Il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent depuis qu'on a compris qu'effectivement, on peut sortir d'une boutique et vendre le produit 2 fois plus cher. Ouais. Après, c'est que sur certains modèles. Ouais, complètement. Je suis un peu en train de caricaturer volontairement le truc pour que tu puisses rentrer dedans. Donc toi, c'est un sujet que tu connais assez bien. Tu fais beaucoup de contenu axé là-dessus, même des contenus qui sont très spécifiques sur l'investissement dans les montres au sens large. Alors, j'ai plein de questions sur ce sujet, mais avant qu'on rentre précisément dans ces questions-là, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ce marché-là? Alors, pour moi, il y a différents marchés. On va appeler ça, il y a tout d'abord, mais le marché gris, qui est en gros pour moi, hein, qui est le marché typiquement du neuf, mais qui se revend directement après ou dans un laps de temps très court. Ouais. Après, il y a les montres. Néo-vintage, donc c'est-à-dire supérieures typiquement aux années 2000. Et puis ensuite, tu auras les montres vintage où là, ça va plutôt être des montres de collection, mais typiquement des anciens chronos, mais des années 50 ou des années 60, tu vois. Ok. T'as différents marchés et c'est vrai qu'effectivement, on parle beaucoup du marché gris parce que c'est vrai que quand tu as la possibilité d'acheter typiquement une montre Rolex assez rare, c'est vrai que le jour même, oui, tu peux potentiellement la revendre 2 fois son prix. Ouais, non, mais c'est sûr. C'est un peu d'ailleurs ce qui fait aussi un peu de tort à tout ça. Enfin, c'est ce qui est un peu critiqué, etc. Bon, si je rentre dans des questions un peu plus précises sur ce sujet-là, toi qui as vu pas mal de gens qu'on a beaucoup discuté, quelles sont les principales idées reçues que peuvent avoir des gens qui sont pas dans ce marché-là, qui sont pas intéressés particulièrement par l'horlogerie, mais qui regardent juste avec ce côté, tu vois, se faire du pognon. Quelles sont les principales idées reçues sur le sujet? Que c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Déjà, rien qu'en parlant du marché gris, pour se faire attribuer typiquement une Rolex Daytona ou une Rolex GMT, donc mais les modèles, on va dire, qui sont le plus recherchés, typiquement, mais ça va être très très dur. Mais généralement, on parle de quelques années d'attente. À part si on est vraiment un très bon client et qu'on a dépensé typiquement une fortune, mais chez un détaillant, forcément, si on dépense peut-être 50 000 balles dans la boutique d'un détaillant en bijoux ou en d'autres marques de montres, là, typiquement, c'est vrai qu'on va dire que avoir un modèle recherché va être plus simple que si on n'a pas d'historique d'achat. Et ça, on va dire que ça se comprend. Mais après, mais c'est vrai qu'il y a quand même pas mal d'idées reçues sur le fait que ça soit accessible et tout. Et c'est vrai que malheureusement, les boutiques sont submergées de demandes et c'est majoritairement toutes les mêmes. Ou même eux, en fait, ne reçoivent que quelques pièces, tu vois, par mois. Et du coup, ils sont obligés de les attribuer à certains clients, mais c'est vrai que c'est quand même des choix quand même assez difficiles de temps en temps, tu vois. Et même pour un vendeur en boutique, c'est quand même assez frustrant d'être dans une boutique de montres et de ne pas vendre de montres. C'est même très paradoxal, ouais. Ouais. Donc, mais si on revient en arrière, tu vois, mais quand j'ai commencé, typiquement, tu vois, mais t'avais des Oyster perpétuels, des Datejust disponibles en boutique tout de suite, alors que maintenant, tout est sur liste d'attente, tout est très compliqué, parce qu'effectivement, il y a eu quand même il y a eu en quelques années, en très peu de temps, une très forte demande d'un coup. Bon, là, qui s'est quand même vachement calmé, mais c'est vrai, mais qu'en 2021, c'était c'était la folie, tu vois. Mais pendant le confinement, comme les gens, du coup, ils pouvaient pas trop se déplacer, comme on pouvait pas aller au resto, comme on pouvait pas faire du shopping, donc du coup, mais il y a pas mal de mecs qui ont acheté des montres. Et donc, ça voit une corrélation avec effectivement la partie un peu Covid-19, enfin la période Covid-19 et puis les crypto-monnaies. Exactement. C'est vrai qu'il y a une corrélation entre le marché de la crypto et le marché des montres, parce que certains marchands justement acceptent les crypto-monnaies et on va dire que
c'est plus facile à blanchir, quoi. Ouais. Voilà. Ouais, c'est sûr. Non, mais je partage là-dessus ton opinion. Plus facile de convertir de cette manière-là. Alors, Exactement. le marché, donc tu l'as dit, t'as plus ou moins répondu à une autre question que j'avais à te poser, qui était de dire comment a évolué ce marché sur, tu vois, si on regarde le marché il y a 20 ans, il y a 5 ans et il y a 2 ans. Et même maintenant, en fait, il y a eu pas mal de différences. Donc, ce qu'on peut dire, dis-moi si je me gourre, hein, mais c'est que il y a 20 ans, on est sur un produit qui est pas, enfin, il y a 20 ans, c'est peut-être 30 ou 40, tu vois, mais tu vois l'idée. Ouais. On est sur un produit qui est, je sais même pas si on peut oser le terme luxe, tu vois, enfin, ça reste du luxe parce que ça coûte quand même un peu de pognon, mais je veux dire, c'est pas les prix qui sont les prix d'aujourd'hui. C'est juste des montres, en fait. Depuis, allez, la fin des années 80, fin des années 2010, pardon, Oui. on est sur des produits qui ont commencé à prendre énormément de valeur. Oui. Un produit qui intéresse de plus en plus de personnes de par le fait qu'il y a cette notion de valeur. Et puis depuis quelques mois, on va dire que la cote un petit peu se corrige et il y a des modèles qui valaient. Alors j'ai pas de nombre en tête, puis tu peux peut-être nous en donner si tu en as, mais des exemples. Tu as parlé de la GMT tout à l'heure de chez Rolex, qu'on pouvait retrouver des fois des montants type 40 000 euros, 40-50 000 euros, qui aujourd'hui sont plutôt dans les 24-25. Peut-être que je dis une connerie, hein, tu me corrigeras. C'est quand même assez, mais c'est quand même assez haut. Mais pour une GMT, on était quand même un peu moins en 2019. Ok, donc mettons, on va être, vas-y, donne-nous à peu près les chiffres et donne-nous cette correction qu'il y a pu avoir, ou en tout cas ton avis sur l'évolution de ce marché sur les 20 dernières années. Quels sont les caps, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Bien sûr, bah typiquement, enfin, mais si on reprend, tu vois, bah le marché gris, une Rolex Daytona, donc une 116-500, celle avec le cadran blanc ou le cadran noir, bon, mais le cadran blanc est un peu plus recherché, tu vois. Mais typiquement, à son plus haut, on pouvait en trouver entre 50 et 55 000, alors que la montre, elle en valait un peu moins de 14 000 euros en boutique, tu Ouais. vois. Et là, maintenant, on est plus aux alentours des 27, 28, allez, 30 même, des fois pour pour exactement le même modèle, tu vois. Mais donc, on a quand même perdu 20 000 euros en l'espace de quelques mois. Il y a pas mal de personnes qui l'ont acheté au plus haut, malheureusement, mais bon. Il y a toujours des gens qui achètent au plus haut, quelque part. Ouais. Et exactement. Et qu'est-ce que je veux dire? Ça, c'est valable. Alors, on le sait essentiellement pour quelques marques et pas pour toutes. Je pense que tu vas me valider là-dessus en termes d'idées reçues. Le principal, c'est qu'on a l'impression qu'en achetant une montre dite de luxe, donc horlogerie de luxe, on est forcément gagnant à l'arrivée. Quel est ton point de vue là-dessus? Comment tu pourrais corriger mes dires? Quand tu dis gagnant à l'arrivée, mais c'est-à-dire? T'as gagné de l'argent. Je parle uniquement d'un volet financier ici. On parle pas de plaisir, etc. Sur la Bien partie, sûr, bien sûr. Bah en vrai de vrai, ça va dépendre du prix que tu l'as acheté, mais typiquement le mec qui achète sa Daytona en 2021 et qui l'achète 45 000 euros, bah là, il a perdu de l'argent. Ok, s'il l'achète, moi je te parle par exemple des gens qui t'achètent une montre dans une boutique. Alors Rolex, on a compris que de toute manière, ça gagnait de l'oseille à tous les coups. Mais une des idées reçues, tu vois, que moi j'ai l'impression d'entendre, c'est qu'il y a pas mal de gens qui commencent à se dire, tu vois, qui regardent la thématique de loin et qui disent, ok, moi j'achète une montre, mais on peut citer tout un tas de marques, on va pas en citer particulièrement, mais tu vois, je sais pas, t'achètes une Tudor, une Longines, des marques un peu plus accessibles pour le coup. Ouais. Sans aller jusqu'au tarif de Rolex, qu'on va dire qui commence entre 5 et 6 000 euros en boutique. Tu te dis, les mecs se disent, ok, j'achète ça, je gagne de l'argent en la revendant d'occasion. Ce qui semble être une connerie en fait, puisqu'à l'exception de quelques marques, tu gagnes pas beaucoup d'argent, enfin tu gagnes pas d'argent. Exactement. Très peu à l'arrivée, sauf éventuellement à un horizon 20 ou 30 ans, mais ça on peut pas encore vraiment le prédire. Mais voilà, est-ce que tu peux éclaircir un peu les gens sur cette partie-là du marché et les quelques marques finalement qui sont les seules à te permettre un bénéfice, même si c'est pas une jolie pratique pour un passionné, mais quasi instantané, quoi. Bien sûr, bah après il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, mais typiquement si on achète en boutique officielle, c'est vrai qu'il y a que quelques marques et quelques modèles bien ciblés, on va dire, qui vont
mais qui peuvent potentiellement se revendre plus cher. Effectivement, bah t'as le trio de tête, donc t'as Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. Après, t'as des marques un peu plus confidentielles, typiquement comme Richard Mille, François-Paul Journe, MBNF, Heure Verte, tu vois. Ouais. Bon, on est plutôt sur des marques indépendantes, mais on est sur des prix quand même assez élevés. Et après, oui, t'as les montres plus accessibles, où typiquement, quand t'as eu tout l'engouement par rapport à la Swatch Moon Swatch, Oui. et effectivement, si tu l'avais le premier jour, enfin le jour de sa sortie, mais tu pouvais très bien la revendre. Et d'ailleurs, mais j'avais une anecdote par rapport à ça, c'est que j'ai un abonné, il m'envoie un message, il me dit comme ça, ouais, j'en ai une, bah je l'ai revendue direct et ça m'a permis de m'acheter une Omega Speedmaster. Oh, d'accord. Ouais, c'est ouf, c'est ouf. Donc moi personnellement, mais je trouve ça cool parce que mais j'aime pas du tout la Moonswatch, mais la Speedmaster, tu vois, c'est le truc à avoir dans sa collection. Oui, c'est un peu le chronoculte avec la Daito finalement. Il y a exactement. Ouais. La montre de la lune et tout, tu vois. Mais c'est vrai qu'on va dire. Après, tu vois, mais il y a des marques plus accessibles comme Citizen, typiquement. Bon là, je sais qu'ils ont des gros problèmes de production. Enfin, ils ont du mal à suivre la cadence de production parce que la demande. C'est japonais, hein, Citizen, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est si ma prononciation est bonne, c'est la Tsuyosa. Okay. Et si tu veux, ou typiquement, c'est une montre. Lecteur perpétuel, quoi. Comment? C'est un style un peu Oyster perpétuel. Ouais, c'est ça. C'est un style un peu un mix entre une Oyster et une D-Date, tu vois, mais de par son cadran. D'accord. Et franchement, elle a un excellent rapport qualité-prix parce qu'elle coûte à peine 300 € de mémoire. Oui, c'est ça, 400. J'allais dire 400, mais ouais. Ouais, tu vois, et donc effectivement, mais comme on n'en trouve pas dans les boutiques, forcément, si tu arrives à en avoir une, tu peux la revendre plus cher, mais tu peux prendre 50, 100 €, même voire plus. Tu vois, mais donc on va dire c'est que sur quelques modèles bien particuliers, mais après, mais c'est vrai que c'est souvent les montres de luxe entre guillemets qui tirent plus leur épingle du jeu, parce que qui dit luxe dit forcément une accessibilité aux modèles beaucoup plus réduite. Ouais. Si forcément il y a une plus grosse demande, ça a créé tout un problème au niveau de la chaîne d'approvisionnement, quoi. Parce qu'on peut pas augmenter une production comme ça dans un claquement de doigts, mais surtout en ce moment. Mais si tu veux, tu vois, enfin là je vois Rolex qui veut augmenter sa production, qui va ouvrir une nouvelle usine en 2029. Ok, c'est très très cool. Mais je pense qu'ils vont avoir des soucis de recrutement parce que il y en a quand même beaucoup, mais on va dire qu'il y a quand même un léger déclin de personnes qui aimeraient travailler dans l'horlogerie. Oui, ouais, complètement. Tu veux dire qu'il y a un décalage entre cette explosion de l'engouement pour le marché et les gens qui sont en mesure de fabriquer les produits entre guillemets, quoi. Exactement, parce que c'est bien beau d'avoir les machines, mais si derrière t'as personne pour s'en servir, ça marchera pas, quoi. Ouais, c'est clair. Tu parlais de Rolex et du fait qu'ils lançaient donc cette nouvelle usine qui est de mémoire, en tout cas de ce que j'ai lu. En gros, l'idée c'est de doubler la production, quoi. Ouais. Donc sous-entendu, Rolex appuie sur le bouton. Donc ça, c'est quelque chose que tu confirmes. En tout cas, t'as eu ces dires-là de cette idée de Rolex va produire plus. À ton avis, qu'est-ce que ça va changer, ça, le fait que Rolex produise davantage? Pour moi, ça va changer quelque chose sur les modèles, on va dire, accessibles, typiquement comme sur l'Oyster Perpetuel, comme sur les modèles Datejust. Les modèles non professionnels, en fait. Voilà, les modèles non professionnels, même peut-être certaines D-Date. Bon, après, on va dire que c'est quand même assez différent, mais les D-Date. Mais typiquement, la Submariner, la GMT, la Daytona, pour moi, t'auras toujours cet effet un peu de rareté. Et oui, tu pourras toujours la revendre plus cher parce qu'on va dire que c'est les modèles phares qui ont fait Rolex, tu vois. Ouais, bien sûr. Ouais, non, bien sûr. Alors, t'as eu la chance, enfin, je peux c'est de la chance, mais en tout cas, t'as eu cette chance de pouvoir échanger et d'interroger un certain nombre
parce que je sais pas si je peux dire des grands Manitou de l'horlogerie. Ouais. Donc on peut en citer quelques-uns, Jean-Claude Biver, Alain-Dominique Perrin aussi, il me semble que tu as eu, Oui, exactement. Laurent Picciotto. Ouais. Donc voilà, il y en a d'autres, je mettrai les liens de la chaîne, etc. Donc les gens iront regarder les interviews qui sont hyper intéressantes. Est-ce que tu as l'occasion de leur demander ce qu'ils pensent de ce phénomène-là, eux qui bossent souvent dans le marché de l'horlogerie depuis bien avant en tout cas que la masse s'y intéresse, si on peut dire. Quel est leur avis justement sur cette explosion? Est-ce qu'ils considèrent que c'est je sais pas, un peu malsain, un peu trop? Est-ce qu'au contraire, ils sont contents de cet engouement? Enfin voilà, les gens qui sont vraiment dans l'horlogerie, qu'est-ce qu'ils pensent de ce marché que certains comparent un peu à une bulle, un truc qui a pas beaucoup de sens, quoi, parfois qui part un peu trop loin? Bah, typiquement, tu vois, mais pour une marque indépendante, la spéculation, c'est bien. Et même, on va dire que Rolex, blablabla, mais en vrai, ils aiment bien. Enfin, à l'intérieur de Rolex, même si bien sûr, quand tu revends ta montre, tu peux te faire blacklister de la boutique, tu peux avoir des problèmes, tout ça. Enfin bref, mais c'est bien parce que du coup, ça crée en fait un attrait. Et typiquement, tu vois, mais pour des marques indépendantes, mais qui se lancent, c'est cool parce que forcément, il y a beaucoup plus de personnes qui s'intéressent à la marque, qui s'intéressent aux produits, qui vont s'intéresser à la complication et tout. Et typiquement, oui, mais c'est ce qu'ils cherchent. Ouais, ok. Ouais, donc ils ont plutôt un regard positif sur ce truc-là parce que Bien sûr. ça valorise le truc, quoi. Ok. Et toi, est-ce que toi, par exemple, tu achètes d'occasion, toi? Est-ce que j'achète d'occasion? Je crois que j'ai dû acheter, ouais, 1 ou 2 fois d'occasion. Ok, donc t'es plutôt un acheteur neuf. Oui. Dans l'idée. Exactement. Sur le marché de l'occasion, alors ça peut être aussi, tu vois, dans ta communauté, les gens que tu rencontres, tu rencontres aussi des marchands, donc tu vois un petit peu ce marché-là. Quel est le biais privilégié par les gens? Donc il y a les boutiques, en gros, enfin il y a des boutiques qui sont pas des boutiques neuves, mais qui vendent de l'occasion. Il y en a de plus en plus maintenant qui ouvrent spécialisées dans la revente de montres d'occasion ou montres anciennes par moment même. Oui. Ou est-ce que c'est le big boss un peu du game, c'est quoi? C'est Chrono24. Donc c'est en gros la filière internet et on revend des montres par internet. Ouais. Ouais, après, mais Chrono24, c'est un site de mise en relation, mais des différents marchands. Place, quoi, ouais. Ouais, c'est ça. Mais la plupart du temps, les gens vont passer par là. C'est un peu le bon coin tu vois, quand tu cherches une bagnole, tu vas sur la centrale, machin. Là, tu passes par Chrono24. Quand tu cherches un modèle, tu regardes un peu ce qui se fait, quoi. Exactement, oui. Exactement. Okay. Et la question que j'avais à te poser par rapport à ça, c'est est-ce qu'on peut se fier à la cote qu'on peut voir sur Chrono24, donc tu vois, où ils vont te mettre, telle montre, ça se vend entre temps et temps, ça vaut tant. Tu peux même, je crois qu'ils ont un petit outil, tu vois, pour estimer ton modèle, etc. Oui. Est-ce qu'on peut se fier à ça? Et si oui, sinon, comment on peut faire estimer une montre? Alors pour moi, non. Il faut pas se fier aux cotes de Chrono24 parce que ça représente pas du tout le marché, en fait. Okay. Certes, quand on est un particulier, effectivement, on peut potentiellement la vendre à cette cote-là, mais ça va être quand même assez compliqué. Mais on va dire que Chrono24, ça va être la fourchette haute de la cote. D'accord. Tu vois, et c'est quand même assez rare d'acheter une montre en fourchette haute. Et même, tu vois, enfin, mais quelqu'un qui a une démarche de vendre sa montre, s'il veut faire les choses bien et s'il veut vraiment être en sécurité, il va passer par un marchand. Donc forcément, un marchand va s'aligner typiquement sur les prix ou un peu en dessous de Chrono24, mais pour que lui marge parce qu'il a de la TVA, mais peut-être des salariés, enfin une boutique à payer, enfin mais il a pas mal de charges, tu vois, il va racheter cette montre-là beaucoup moins cher. Ok. Voilà. Ok, donc ouais, l'idée, c'est plutôt de privilégier d'aller. Alors, il y a un autre truc aussi au-delà de. Alors, t'as mis le doigt sur un des premiers freins, qui est la notion de sécurité. T'as utilisé ce terme-là. On va en parler juste après. Mais il y a aussi le phénomène qu'un objet que tu peux acheter parfois 1000, 5000, 10 000, 15 000 et puis il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est pas des objets que t'as envie un peu de toucher? Enfin, c'est Oui. difficile quand même d'aller sur le e-commerce sur ce type de produit. Bien sûr, bien sûr.
Bien sûr, enfin, mais pour moi, mais pour ce genre de budget, le mieux, c'est de se rendre chez un professionnel reconnu à côté de chez soi pour pouvoir essayer la montre, pour voir si c'est vraiment elle qui nous convient. Mm. Enfin, bah, tout ça, quoi. Après, Mm. mais pour revenir à ta question de comment créer une cote, on va dire, mais enfin non, mais pas créer, mais comment connaître la cote, Ouais. c'est quand même assez dur de connaître exactement la cote de la montre. On peut avoir, tu vois, une fourchette, mais typiquement, si on va chez plusieurs marchands et qu'on lui demande est-ce que ça vous intéresse de racheter de racheter notre pièce, si oui, combien, ou est-ce qu'il te propose du dépôt-vente, comme ça lui évite de sortir de la Ouais. trésorerie et de s'engager si jamais demain, le marché vient à baisser, Ça tu vois. s'effondrer, ouais. Ouais, puis là, il prend une commission, ouais, ouais. Exactement, mais typiquement, ce qui se fait beaucoup en ce moment, Mm. contrairement à 2021, tu vois, mais c'est le dépôt-vente. À Ouais. part sur certains modèles, Mmh, mais typiquement, quand les marchands font du dépôt-vente, c'est que le marché est quand même assez incertain entre guillemets. Ouais, ils prennent pas le risque de, quoi, en fait. C'est ça que tu veux Exactement, dire, ouais. c'est Ouais, ça. Ils prennent pas le risque de s'engager sur une pièce qu'ils vont acheter, ça va leur faire sortir pas mal de trésor. Et forcément, si dans un mois ils ont toujours la pièce et que le marché se retourne, on va dire qu'ils sont quand même un peu dans la merde, ouais. quoi. Ils ferment pas boutique, quoi. Tu vois. Ouais, c'est ça. Ouais. Mm. Ouais, donc mais ils se retrouvent avec un stock. Ils se retrouvent avec un stock où ils sont en perte. Mm. Donc, Non, mais c'est sûr, c'est clair. Ouais. Ce qui était valorisé 10 est valorisé 4 maintenant. On comprend bien le problème, quoi. C'est clair que. exactement. Ok. Non, hyper intéressant. Surtout que je trouve que, alors après moi, je suis pas à Paris, tu vois. Moi, je suis sur Nantes. Ouais. T'as quelques boutiques qui ouvrent comme ça, notamment une qui a été ouverte en fait, qui est un dérivé du revendeur, bah, par exemple Rolex en l'occurrence officiel. Donc tu vois là, qui fait un peu autorité sur ce marché-là dans la ville, qui a ouvert une petite boutique qui est réservée aux montres occasion, pas mal de montres anciennes, etc. Enfin sur la partie un peu vintage. Ok. Donc effectivement, c'est un marché qui commence à prendre. Je crois que même il y a même des bijouteries un peu, tu vois, des bijouteries un peu plus classiques, j'allais dire, c'est-à-dire avec des modèles plus simples, avec des bijoux qui sont moins haut de gamme. Enfin, tu vois, quand on n'est pas dans la joaillerie, tu vois, Ouais. et qui se mettent avec une autre marque dont on n'a pas parlé, c'est Crésus par exemple, que tu connais sûrement, Ouais. et qui en fait a des showrooms à l'intérieur d'autres boutiques pour permettre aux gens de voir les modèles justement directement plutôt que de les acheter directement sur Internet. Donc on Ouais. voit bien qu'il y a pas mal de modèles, de trucs qui sont en train de se mettre en place autour de tout ça. Euh, Tu parlais de sécurité, c'est justement, alors je sais que tu fais aussi beaucoup de vidéos sur ce sujet-là. Parlons un peu de la contrefaçon. Mhm. Euh, à ton avis, pourquoi il y a autant de contrefaçon et parce qu'il y en avait pas autant avant. Euh, Quand je dis avant, c'est il y a 20 ans, tu revenais, il n'y avait pas autant de contrefaçon. Euh, le pourquoi, il paraît un peu évident, mais selon toi, pourquoi il y a autant de fausses pièces en fait en horlogerie? Après, c'est vrai, il y a 20 ans, je pense qu'il y avait autant de contrefaçons si on compare ça au En volume de pourcentage, tu veux pièces. dire? Ouais. Ok. Mais si on compare ça au volume de pièces, mais qui étaient vendues, mais c'est vrai qu'avec l'arrivée des réseaux sociaux, forcément on peut plus facilement communiquer, mais on va D'accord. dire que demain la personne qui achète une contrefaçon, soit il n'a pas le budget pour s'acheter la vraie pièce, euh, la pièce en question, et Mhm. c'est juste pour avoir cette image qui est rattachée à la montre, parce que c'est vrai que mine de rien, je pense de mon point de vue que c'est quand même le rap qu'on va dire qui a commencé aussi à démocratiser toutes ces montres, notamment Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe. On a vu de plus en plus de personnes les porter Mm. dans des clips s'exposer avec, etc. Dire ouais j'ai une montre à X euros, tu vois, X milliers d'euros, même dans certains cas mais des centaines de milliers d'euros, Ouais. que ça soit Richard Mille, etc. Donc forcément c'est mais ces gens-là veulent flex, tu vois, avec ce genre de pièces. Et c'est vrai que sur le marché de la contrefaçon,
on retrouve toujours les mêmes, hein, mais t'as Rolex, Audemars Piguet, Patek Philippe et de temps en temps Richard Mille, tu vois. Mais t'as jamais d'autres marques. Bon, après, si, mais c'est très petit, quoi. Oui, tu fais pas de la contrefaçon d'une montre qui vaut de manière générale 300 euros, quoi. Tu fais la Oui, voilà. contrefaçon d'un produit qui te permet de te valoriser et de dire j'ai une montre à 50 000. Exactement. Ouais, je comprends. Donc là, ça, c'est la partie image. On va dire que ça, c'est un peu, tu viens de me parler essentiellement d'une catégorie de personnes qui achètent volontairement la contrefaçon. Oui. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est qu'on est à un niveau quand même de fabrication sur certaines contrefaçons, en tout cas, qui sont proches de l'excellence aussi, enfin, qui sont très bonnes. Oui. C'est pas bien de dire ça, mais je veux dire, il y a une vraie fabrication, c'est-à-dire que quelqu'un qui connaît pas particulièrement, et même quelqu'un qui connaît sans rentrer trop dans le détail, se fait baiser facilement, quoi. Exactement. Exactement. Et oui, effectivement, bah, c'est vrai qu'on va dire que c'est quand même un fléau, notamment sur les montres, bah, sur le moderne, où en fait, Les montres récentes, ouais. sur les montres récentes, où effectivement, il y a certains qui vont se faire avoir et qui pensaient acheter une vraie et finalement qui vont acheter une fausse. Donc c'est pour ça que quand typiquement quelqu'un me conseille, enfin, quand quelqu'un me demande, oui, Clément, où est-ce que tu penses qu'il faudrait que bah, j'achète ma montre? Est-ce que c'est bien de l'acheter sur Chrono24, etc. Moi, souvent, ce que je dis, c'est, OK, Chrono24, c'est cool, mais renseignez-vous d'abord sur le marchand qui va vous vendre cette pièce-là. Est-ce qu'il est réputé? Est-ce qu'il a pignon sur rue? Est-ce qu'il propose d'autres marques? Depuis quand, en fait, il est là? Et si on peut, bah, se rendre sur place, tu vois. Ouais. Parce que bah de un, on n'aura pas les frais de Chrono24 qui sont quand même assez élevés, et de deux, on peut voir la pièce et forcément c'est beaucoup plus rassurant d'avoir un contact humain que que d'acheter une montre mais sur internet, tu vois. Et puis malgré tout, il y a quand même pas mal de fausses sur Chrono24 aussi. Donc, Ouais, bien sûr. Ouais, bah on dit qu'il y a presque autant de fausses que de vraies sur certains modèles. Donc ouais. forcément, quoi. C'est ça, donc faut quand même vachement faire gaffe à ça. Et c'est vrai que le mieux, c'est de l'acheter dans une boutique reconnue, qu'à pignon sur rue. Ouais, ok. Est-ce que tu sais quelle est la réaction des marques là-dessus? Tu as cité ce qu'on appelle la Sainte Trinité, donc le Patek, Audemars, Rolex. Quelle est leur réaction face à la contrefaçon? On va dire que c'est quand même quelque chose qui est très compliqué à réguler. Ouais, voire impossible. Oui, impossible même. Bah c'est vrai qu'ils peuvent pas trop réagir, tu vois. Enfin, mais je sais qu'il y a eu pas mal de fermetures d'usines, notamment qui fabriquaient des fausses montres. Mais typiquement, quand il y en a une qui ferme, t'en as une aussi qui se réouvre, mais quelques mois après. Donc en soi, c'est un peu la rançon du succès. Et puis quelqu'un qui porte une fausse montre n'est pas le client qui portera une vraie. Donc, Ok, ouais, je vois ce que tu veux dire. Intéressant. donc c'est vrai que ça que ça cause du tort à la marque, mais c'est la rançon du succès. Malheureusement, si c'est autant rentré dans l'esprit des gens que typiquement que avoir une Rolex, c'est le Graal et qu'on a réussi sa vie, tu vois. Bah forcément, effectivement, ceux qui ont moins de moyens et qui n'ont pas la possibilité de s'offrir ce genre de pièces vont trouver des alternatives et veulent avoir absolument cette image, tu vois. Ouais, je comprends. Je partage totalement ton avis. Pour boucler un peu sur ces deux parties, ce marché de l'occasion et la partie un peu contrefaçon qu'on vient d'aborder. Ouais. La Rolex vient de lancer une certification justement sur ces modèles d'occasion. J'ai deux questions. Est-ce que, un, t'as des infos un peu là-dessus à nous donner? Et puis deux, quel est ton avis, ton opinion sur cette certification? Est-ce que j'ai des infos? Oui, alors en gros, c'est Rolex qui lance une certification. Enfin, ils vont eux-mêmes certifier des modèles qui ont plus de 3 ans, enfin donc, mais qui sont commercialisés depuis plus de 3 ans. Donc c'est très très cool. Bah, ça va permettre en fait à certaines personnes qui étaient pas rassurées et qui avaient peur d'acheter effectivement des montres sur Internet, des montres en boutique, mais ce genre de pièces, de les rassurer sur leur achat. Ouais.
Et aussi, après, la chose qui est pour moi négative, c'est que, bah, déjà, sur quel type de prix il se base, tu vois. Bon, en fait, eh ben, mais ce qu'il faut savoir, mais sur le business model, eh ben, mais de Rolex, mais c'est que c'est pas Rolex, enfin, ce sont des détaillants qui ont des corners Rolex. Hmm. Donc des AD, des distributeurs officiels de la marque. Exactement. Exactement. Rolex ne possède qu'une boutique de mémoire et elle est située à Genève. Mais sinon, on va dire que ce sont les détaillants qui appliquent la politique de Rolex. Mais c'est vrai que les détaillants sont quand même assez libres, même si bien sûr, mais il y a pas mal de clauses, etc. Tu vois, mais typiquement pour fixer une cote, c'est le détaillant qui va fixer la cote. Rolex n'intervient pas du tout euh, sur ça. En fait, Rolex va juste certifier la montre, dire si elle est d'origine, si tout est bon et si typiquement, enfin, mais elle est certifiable. Donc bah, ça c'est vraiment cool. Mais le gros paradoxe, c'est que certains marchands vont effectivement se baser sur les prix du marché, donc sur les prix qu'on peut retrouver sur différentes plateformes, notamment bien sûr Chrono 24, et ils vont rajouter en plus euh, un gap, tu vois, parce que justement la montre est certifiée par Rolex. Certifié, garantie aussi de mémoire, ça tu prends 2 ans de Exactement, garantie, enfin voilà. exactement. Hmm. Garantie 2 ans par la marque. Et c'est vrai qu'on va dire que, enfin pour quelqu'un, tu vois, typiquement comme moi, mais si demain je veux m'acheter une montre, je vais pas passer par ce certificat parce que je sais que le prix va être beaucoup trop haut et va être surévalué. D'accord. Contrairement au marché. Mais on va dire que pour une personne qui veut se faire plaisir, qui a peur de se faire avoir et d'acheter une contrefaçon, c'est très très bien. Ça oui, aucun Hmm. doute. Ouais, intéressant. Ouais, ça permet de rendre euh, le produit un peu plus accessible, non pas financièrement, mais en termes de sécurité justement, et de bétonner un peu ça pour éviter que les gens se fassent peur en achetant un produit qui monte, on le rappelle, assez vite. Oui, c'est ça, c'est ça. Ok, donc ce que tu dis, c'est que intéressant sur le concept, mais qui risque de coûter cher finalement, rapport à ce que ça peut t'apporter en fonction de quel acheteur tu es, quoi. Oui, c'est ça. Après, ils disent des montres de plus de 3 ans, mais on a vu mais pour le moment, t'as que les boutiques Bucherer qui peuvent Ouais, proposer ça fait un test, là, ouais. ce RCPO et plus tard dans l'année, ça va être ouvert aux autres distributeurs qui pourront, s'ils le veulent, faire partie de ce programme. Tu vois, mais après, mais ils disent des montres de plus de 3 ans, mais typiquement, mais il y a des montres qui proposent encore au catalogue qui sont affichées au catalogue depuis plus de 3 ans. Mm. Effectivement, on a vu certaines dérives où notamment une Rolex Daytona était affichée à 57 000 euros, alors qu'on va dire qu'on est sur un marché, comme on l'a vu juste avant, plus aux alentours, mais des 30 000. Ouais. Tu vois, bon, ça c'était il y a quelques mois aussi, mais le marché était plus haut. Mais c'est vrai qu'il y a quand même eu, tu vois, mais genre un gap de prix et va justifier à un client que tu peux avoir exactement la même montre pour un peu plus de 14 000 euros et qu'en parallèle de ça, dans la même boutique, tu vends exactement la même montre à 50 000, plus. 40. Ouais. Tu vois, Ouais, donc complètement déconnant, absolu. Ouais. ça, on va dire que ça c'est certain, enfin, mais ça c'est certaines dérives. Mais bon, mais sinon, mais le RCPO est une excellente idée. Mm. Euh, Ok, ouais, non, mais intéressant d'avoir ton avis sur ce sujet-là, parce que c'est vrai que c'est quand même une, une innovation, finalement, dans le secteur de l'horlogerie. Personne s'est trop encore positionné sur la partie, sur cette partie-là, tu vois, sur cette Ouais. marché de l'occasion. Les marques, ils vont pas trop, ou en tout cas, c'est pas leur job. Et là, Rolex pose ce truc-là qui est sorti un peu de nulle part. Enfin, moi, en tout cas, j'avais pas entendu de bruit trop. C'est un peu tombé comme ça, boum. Et c'est intéressant de voir qu'ils essaient de bouger un peu leur offre et de proposer des choses aussi sur cette partie-là, quoi. Bien sûr, bien sûr. Après, Rolex est amené à beaucoup évoluer et c'est vrai que quand ils font quelque chose, ils le font très bien, tu vois. Ouais, Enfin, ouais, c'est ça. Ouais. mais dès qu'ils se sont lancés, mais sur les réseaux sociaux, ils l'ont très bien fait. Enfin, tout était très bien calculé, très bien cadré, quoi. Mm. Ouais, non, mais c'est clair. Écoute, je te propose de parler un petit peu de ta marque de bracelet, Ouais, notamment qui est un peu, on va dire, ce qui va nous permettre d'aborder de manière générale les marchés un peu complémentaires à l'horlogerie, à l'horlogerie, aux bien montres sûr, en fait en elles-mêmes. Donc toi, tu as une marque de bracelet. exactement.
tu nous as introduit ça très brièvement. Tu vas pouvoir rentrer un peu plus dans le détail et surtout nous expliquer qu'est-ce qui fait que tu as lancé cette boîte-là et voilà, quelle est l'histoire de ce truc-là en fait. Bien sûr, c'est vrai que je me suis lancé dans les bracelets, tu vois, et là typiquement là je suis en train de créer aussi une marque de montres. D'accord. Où là justement on a créé la structure et ça fait depuis quelques mois où justement on est en train de développer cette pièce qui devrait sortir courant 2023. Ok, intéressant, super. Enfin, l'objectif et aussi là on est en train de proposer, enfin on va proposer du merch entre guillemets, tu vois, enfin mais des sweats, des t-shirts, des trucs, des casquettes, des trucs cool, mais c'est vrai que la première boîte dans leur lot que j'ai faite, c'était les bracelets de montre. On va dire concrètement, ça se vend, mais c'est pas les énormes chiffres auxquels on peut s'y attendre, mais quand on commence, mais parce que c'est quand même très niché et surtout que moi, dans les bracelets de montre, je faisais les bracelets de montre qui ont une entrecorne de 20 mm, tu vois, mais donc du coup, tout le reste qui ont toutes les autres montres qui ont soit un entrecorne plus petit ou soit un entrecorne plus grand, typiquement, tu vois, c'est pas ma cible, donc mais c'est quand même très très niche. Niche dans la niche, quoi. Exactement, et c'est pour ça qu'on s'est lancé sur des bracelets d'Apple Watch où ça se vend, mais pour l'instant j'ai eu aucun retour négatif dessus. Donc, mais ça c'est cool. Mais c'est vrai que mais ça reste encore très niche, tu vois. Mmh. Et donc du coup, qu'est-ce qui te décide de lancer ça? Donc tu lances ça en quelle année? C'était quoi, l'année dernière? Typiquement, j'ai lancé ça en fait dès le début de ma chaîne. Enfin pas vraiment, mais dès le début de ma chaîne. Mais quand j'étais quand j'étais du coup en master 2, donc on était en 2021. Ouais, on était en 2021. Ouais, c'est ça, ouais, ok. Ouais, c'est vrai que je dis l'année dernière, maintenant on est en 2023, mais oui. Ouais. Ok. Ouais, en 2021 parce que justement je devais faire un stage dans ma société. En fait, j'ai dû monter une société pour faire ce stage, donc une SAS. Ok, donc ça part de là en fait. Ouais, c'est ça. Et puis l'objectif de ce stage, certes, c'était de développer la chaîne, mais aussi de mettre en place justement toute la plateforme en fait de vente de bracelets, effectivement. Mais j'étais accompagné aussi par un tuteur qui était dans le digital aussi et qui m'a quand même pas mal aiguillé et qui s'appelait Thomas aussi. Ok, putain, énorme. C'est marrant comme anecdote que ce soit finalement l'école en fait qui t'amène à créer le truc, machin. Enfin, imagine, t'avais déjà l'idée en amont, mais oui, de voir que ça se passe un peu comme ça, c'est original comme truc. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait vivre aujourd'hui? Est-ce que tu vis de ce qu'on appelle la YouTube Money? Est-ce que tu vis de partenariats de sponsors? Est-ce que tu vis t'as plus ou moins répondu, mais de cette entreprise de bracelets? Est-ce qu'il y a d'autres boîtes? Enfin voilà, comment tu gagnes ta vie aujourd'hui sur ce secteur-là? Bien sûr, t'as déjà mes activités antérieures qui m'ont rapporté quand même pas mal d'argent, typiquement. Quand je te parlais d'Amazon KDP, tu vois, Okay. t'as ça, et mine de rien qui continue toujours à tourner, certes beaucoup moins qu'avant, mais comme les carnets sont publiés, mais ça fait toujours des royalties. Après, effectivement, t'as la monnaie, t'as la YouTube monnaie, t'as le AdSense et t'as les partenariats. T'as les partenariats et t'as le site de bracelet, même si le site de bracelet, ça reste vachement négligeable, mais contrairement aux autres revenus. D'autant plus que tu as une structure de coût qui est beaucoup plus importante que dans ton activité de créateur, quoi. Exactement, mais surtout que je me charge aussi de l'envoi, de tout ce qui est SAV et tout, tu vois. Enfin, mais tous les bracelets sont. C'est encore assez artisanal, quoi. Ouais, c'est ça. C'est moi qui expédie tous les bracelets, mais après, mais le truc qui est cool, c'est c'est moi qui les expédie. Le délai de livraison est archi réduit, tu vois. Mais typiquement, genre, on est sur du 2 jours, 3 jours. Ok. Entre le moment où la personne commande le bracelet et où il reçoit le bracelet chez lui. Donc ça c'est cool. Ok, génial. Et donc là, tu es en train de monter un projet pour créer une montre, en fait. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous raconter, sans rentrer dans
vois, dans le détail et dans la confidentialité, le comment ça se passe, ça, tu vois, tu décides de, voilà, on va dire que ça peut paraître un peu logique, tu vois, t'as une vision assez business, un profil assez entrepreneur, tu t'ajoutes à ça une passion pour les montres, bon, tu vois, tu peux vite faire le lien et dire, ok, tiens, je vais lancer ma marque de montres et tout. Comment ça devient concret, ça? Parce que on est quand même sur un produit qui nécessite beaucoup de métier quelque part avant d'arriver à un produit qui est utilisable. Est-ce que C'est tu ça. peux nous raconter brièvement le truc, le chemin là aussi Le parcours. ça, ouais. Ouais, bien sûr. Déjà, la première chose, c'était de se fixer sur enfin, on va dire sur le positionnement. Mais quel type de montre on souhaitait faire, tu vois? Est-ce que c'était une montre abordable? Donc, mais quand j'entends par abordable, c'est en dessous des 1500 euros. Mhm. Ou est-ce qu'on voulait, tu vois, mais quelque chose de plus minutieux, fait avec un certain artisanat, et donc forcément un positionnement de prix plus élevé, ou est-ce qu'on voulait une montre complètement, mais de fou furieux, a- avec un positionnement prix quand même assez élevé. Mhm. C'est vrai qu'au début, on a pris le dernier parti, qui était de faire une montre assez folle. Et effectivement, le prix final qu'on souhaitait, c'était entre 50 et 70 000 euros. Finalement, en fait, Vente, tu veux dire? comment? Tu parles de prix de vente là quand tu dis 50-70 000? Ouais, Ok, le prix de vente final, ouais. ok, d'accord. Et donc en fait, on a revu ça et on est plutôt parti sur le deuxième point que je t'ai énuméré, qui est une montre où on aimerait la sortir entre 10 000 et 20 000 euros. Tu vois. D'accord. Voilà. Ce qui est un milieu de gamme, même si les chiffres sont énormes, ça fait un milieu de gamme un peu enfin milieu de gamme, c'est pas très joli de dire ça, mais ça fait des montres qui sont pas complètement exorbitantes, mais qui se placent quand même dans une fourchette qui tape un peu, quoi. Un beau produit quand même. Oui, c'est ça. Enfin, Ok. mais c'est quand même assez cher, tu vois. Ah bah oui, Une oui, montre. c'est sûr. Et c'est vrai que le positionnement prix, du coup, va déterminer la qualité du mouvement. Est-ce que tu veux un mouvement suisse? Est-ce que tu veux un mouvement manufacturé ailleurs? Mais quel type de composants tu vas vendre? Parce qu'en fait, plus j'ai commencé à creuser dans cette industrie, plus forcément, mais j'ai appris des choses, tu vois. Enfin, mais typiquement où en fait tout est centralisé, mais typiquement le mouvement que je risque d'avoir, c'est déjà retrouvé dans d'autres manufactures beaucoup plus prestigieuses, tu vois, euh, où en fait où chaque sous-traitant est le sous-traitant de plein d'autres marques, que ça soit des marques très prestigieuses, tu vois, mais comme je sais pas, comme Bulgari, Cartier, Richard Mille, Mhm. comme ce genre de marques, où justement mais certains sous-traitants mais vont travailler pour ce type de marque, mais aussi pour des marques qui commencent à se lancer, beaucoup plus accessibles, Mhm. et, et c'est ce qu'on souhaite faire. Après, ce qui justifie aussi le prix d'une montre, ça va être la distribution. Est-ce que tu passes par une distribution en boutique ou est-ce que tu passes par une distribution directe, tu vois? Donc, mais Ouais. tout ça, c'est une question, mais quand même à se poser. Le problème de la distribution en boutique, c'est que forcément, tu as un détaillant, et qui dit détaillant dit que lui aussi, il faut qu'il vive. Et donc, typiquement, il va prendre entre 40 et 50% de ta marge. Donc ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Ensuite, derrière, il faut que tu fasses du marketing, tu vois. Donc on va dire que la structure de coût dans une montre, au-delà du coût de la matière première, est quand même assez énorme, quoi. Ouais, ok. Ouais, c'est un très gros ticket d'entrée, quoi. Ouais, c'est ça. Après, oui, bien sûr, tu peux faire des montres beaucoup plus accessibles, où on va dire que tu vas chercher un mouvement suisse, mais tout le reste, tu vas le faire ailleurs. Donc la boîte, le bracelet, le verre, euh, ce qui peut être très bien. Et puis ensuite, tu vas lancer cette montre, mais sur un Kickstarter, tu vois. Donc Mhm. en gros, mais tu vas faire des préventes, donc tu vas faire quelques prototypes et tu vas les prévendre. Donc, mais tu vas d'abord récupérer les fonds, et puis ensuite mais tu vas faire produire et tu vas livrer tes clients, tu vois. Enfin, il y a différents business models, enfin, mais il y a différentes possibilités, et c'est vrai qu'elles sont quand même assez larges, tu vois. Enfin, mais tu peux tout produire d'un coup et vendre tes 100 pièces au fur et à mesure, tu vois, ou tu prends des préventes, ou tu prends des souscriptions. Enfin, mais il y a tellement de possibilités que c'est vrai que lancer une marque de montre, c'est plus dur qu'on ne le pense. Ok. Et en termes de sourcing pour trouver tes fournisseurs,
les gens qui vont te faire telle partie de l'objet, telle autre partie, etc. Ça, t'as eu des difficultés particulières là-dedans, ou est-ce qu'on te laisse entrer, entre guillemets, est-ce que les portes s'ouvrent assez facilement, ou est-ce que ça reste un peu complexe? Bah pour l'instant, j'ai pas vu de difficultés Majeur? pas vu de difficultés majeures. Après, ce que je peux te dire, c'est que pour le moment, on n'a pas encore franchi cette étape d'aller voir les sous-traitants, parce Ok. qu'on est encore en train de se poser les questions sur quel type de mouvement on va mettre dedans. Est-ce qu'on part sur un mouvement, mais d'une très bonne manufacture, mais quel type de boîtier on va mettre, tu vois? Donc, on va dire que pour le moment, on n'a pas sélectionné ces fournisseurs-là. Là, on est Ok. plutôt sur le design, sur la stratégie, mais sur tout ça. Et puis ensuite, effectivement, mais ces questions vont se poser d'ici les prochaines semaines et même d'ici les prochains mois. Mais c'est vrai que pour le moment, j'ai pas eu de difficultés. Après, il y a ce qu'on appelle des gens qui vont se charger en fait d'orchestrer tout ça, où toi tu vas les voir et effectivement, mais comme ils sont dans le milieu depuis quand même pas mal d'années, Ils ont tout le réseau et tout, quoi. exactement, eux ils vont avoir mais le réseau typiquement, mais pour aller te chercher un boîtier bien spécifique, un bracelet bien spécifique, un mouvement bien spécifique, tu vois, et puis même eux vont faire de l'assemblage, donc typiquement, ta montre, tu peux la faire assembler soit en France, soit en Suisse, soit ailleurs, tu vois. Enfin, après, mais tout est une question de coût et de positionnement après. Mmh. Ouais, non, mais intéressant, parce que c'est une industrie qui fonctionne encore avec certains codes un peu particuliers, donc c'est bien de voir un peu comment tu Ouais, penses. c'est Tu nous ça. as dit que c'était pour quand, ça? Dans l'idéal? Dans l'idéal, courant 2023, plutôt fin 2023, avoir des premiers designs, enfin, mais des premiers beaux visuels et des premiers prototypes. Ok. Bah écoute, on suivra ça avec intérêt. Puisqu'on parle du futur, pour terminer cet épisode, j'ai des petites questions kiff à te poser. Est-ce que tu sais déjà quelle sera ta prochaine montre? J'ai vu que tu venais d'en avoir une nouvelle. Enfin, tu venais. Ouais. C'est assez récent. Est-ce que tu penses déjà à la prochaine? Et si oui, quelle sera ta prochaine montre? La prochaine, ça sera la mienne. Je savais que tu allais me répondre ça. Ouais, c'est parce que mine de rien, enfin, on va dire que j'ai acquéri toutes les montres qui me plaisaient le plus. Euh, Mhm. Après, il y en a qui me plaisent vraiment, mais bon, mais c'est des budgets quand même assez fous. On est sur un niveau de finition quand même assez élevé, de complications, tu vois, mais quand même assez folle. Mais typiquement, les montres que je peux m'acheter maintenant avec mon pouvoir d'achat que j'ai là, j'ai pu m'en acquérir, tu vois. Bon, certes, il me reste une montre Rolex que j'aimerais bien, qui est la dernière GMT, et une Datejust cadran palmier. D'accord. Mais Ouais, c'est plus sinon, simple à trouver, ouais. ouais, qui est quand même assez compliqué, tu vois, Mm. à trouver. Mais bon, après, il faut quand même s'armer de patience. Mais Ouais. la prochaine, je pense que ça sera la mienne, quoi. Ok. Ouais, c'est top. Ouais, là, tu viens de t'acheter donc une aventure, c'est ça, l'aventure? Exactement, une montre d'un indépendant, Ouais. typiquement, ou qui est limitée à 99 pièces et tout s'est vendu en 5 minutes. Tu Ok. vois. Et qui avait commencé aussi, pareil, un peu sur financement participatif, etc., quoi. Exactement, financement participatif. Il emboîtait des mouvements État en fait, qui est produit par le Swatch Group. Ouais. Donc on va dire que ce sont des mouvements très robustes, très fiables, enfin, mais qui font largement le taf, tu vois. Et Mm. c'est vrai qu'il était sur des niveaux de pricing assez fous parce qu'en fait, il a tout fait lui-même, que ça soit le design, la photo, les modélisations 3D. Bon après, forcément, mais tout ce qui est production, ça, il a dû sous-traiter parce que faut quand même un parc industriel quand même assez élaboré pour créer une montre, tu vois. Mm. Et tout ce qui va être marketing, assemblage et tout ça, mais tout ça, mais c'était lui. Mais donc, il est arrivé sur un positionnement prix qui était archi intéressant pour quelqu'un mais qui s'y intéressait. Et donc forcément, mais toutes les montres qui sortent là depuis ces 3 dernières années font un carton, quoi. Mais tout s'arrache et tout se vend super vite. Ok, ouais, c'est cool, c'est intéressant, ça aussi, de Ouais. voir des marques qui sont nouvelles, récentes, qui émergent comme ça et
et qui arrivent à séduire leur clientèle. Ouais. S'il devait y avoir qu'une seule montre, tu vois, t'es Noé là, t'es sur ton arche, tu dois sauver juste une montre. Quel modèle tu sauves? De ma collection? De ta collection ou pas, hein, si t'as d'autres modèles que tu veux absolument. Enfin voilà, en gros, si t'as un dream, il devrait y avoir qu'une seule montre, en dehors de toute considération prix, à la rigueur. Bien sûr. Laquelle tu sauves? Donc en gros, la montre qui me... La montre, quoi, voilà. Ouais, la montre. Bah, moi, ça serait une Audemars Piguet Royal Oak avec une complication de quantième perpétuel et en céramique noire. Et en fait, elle a cette particularité d'être squelettée, donc c'est-à-dire qu'on voit l'intérieur du mouvement. Et en fait, mais quand tu vois cette montre, c'est concrètement un ovni. En fait, c'est juste fou. Enfin, on est sur un niveau de complexité qui est ouf. Voilà. Tu as une idée du budget d'une montre comme ça? Bah, prix boutique de mémoire, je crois qu'on était un peu plus de 100 000 euros et bah comme c'est compliqué à fabriquer et que bon, je crois qu'on est aux alentours des 500-600 000 euros ou un truc comme ça. Ouais, donc ça brûle un peu quand même, quoi. Ouais, c'est ça, mais tu vois, mais ça c'est la montre qui me fait le plus rêver depuis quelques années. Ok, c'est cool. Ouais, d'autant que tu as déjà une Royal Oak Offshore, si je dis pas de conneries. Ouais, exactement. Ouais. Que tu as réussi à avoir en boutique, ça? Ouais, que j'ai réussi à avoir en boutique. Ok, donc tu fais partie des chanceux, quoi. Oui. T'as mis longtemps? Ouais, j'ai mis quand même quelques temps. Bah, de base, c'est pas ce modèle-là que je voulais. C'était une 15-500 cadran blanc de mémoire. Et en fait, j'ai croisé un pote qui m'a beaucoup parlé de cette offshore. Et du coup, je me suis dit, bon, bah vas-y, pourquoi pas, quoi, go. Et puis, du coup, ils m'en ont fait essayer une, et ça m'a plu, donc en fait, je me suis mis sur liste plutôt pour elle. Ok. T'avais peut-être plus de chances d'avoir celle-ci aussi que les autres, dans l'absolu? Effectivement, parce que les Royal Oak Offshore sont beaucoup plus accessibles que les montres, que les Royal Oak classiques. Effectivement, il y a plus de demandes et qui sont réservées, tu vois, aux bons clients. Ouais. Voilà. Ok. Écoute, hyper intéressant. Merci en tout cas, Clément, d'être venu parler avec moi sur le podcast, d'avoir pu donner ton avis un peu sur un certain nombre de sujets liés à l'horlogerie et à ton expertise. Ouais. Ce que je vais faire, c'est que je vais te laisser le mot de la fin. Comme ça, tu peux finir par absolument ce que tu veux. Le mot de la fin, n'hésitez pas à me suivre et kiffez l'horlogerie. Et si vous avez une montre qui vous fait plaisir, n'hésitez pas à m'envoyer un message, je vous répondrai volontiers, en tout cas. Ça marche. Merci beaucoup, Clément, et à bientôt. Merci à toi. Salut. Ciao, bye bye. Ciao. Et ben voilà, t'as écouté cet épisode de Moment M jusqu'au bout. Merci maintenant de le partager à au moins une personne autour de toi, de mettre les 5 étoiles qui vont bien et le commentaire qui va avec. C'est ce qui m'aide le plus à ressortir dans le classement des plateformes d'écoute et donc à le faire découvrir à de nouveaux auditeurs. C'est tout pour le podcast. Maintenant, si le marketing t'intéresse et que tu veux t'y former avec quelqu'un qui fait ça tous les jours, sache que j'envoie des emails quotidiens sur le sujet. Peu probable que tu oses appliquer tout ce que je te partage dedans, mais c'est un bon moyen de progresser gratuitement tout en découvrant ma vision et mes méthodes. Et pour aller plus loin et apprendre à penser comme un marketeur pro, j'écris la seule formation papier du marketing game. Ça s'appelle les Marketing Papers et ça arrive chaque mois dans ta boîte aux lettres. Enfin, si tu as des besoins pour créer, gérer et mettre en place ta stratégie marketing, c'est avant tout en tant que marketeur que je gagne ma vie. Et là encore, le deal que j'ai à te proposer pourrait bien te surprendre. Pour plus d'informations sur moi, mon contenu et le comment on peut éventuellement bosser ensemble, rendez-vous sur lenouveaumarketing.fr. C'était Thomas Olivier. Ciao, bye bye.